Oui, c'est un peu désespérant, parce qu'effectivement, la mauvaise foi, vous la représentez d'une manière tout à fait remarquable tous. D'abord, on peut faire avec le recul un bilan des centres sociaux. Quand j'ai été élu pour la première fois, il y avait 4 centres sociaux. 4. Il y avait 4 centres sociaux, il y en avait 4. Il y avait 4 centres sociaux et qui consommaient des sommes d'argent extrêmement importantes. 3 de ces centres sociaux ont refusé d'accueillir les élus désignés par la commune. C'est-à-dire se sont mis en position d'hors-la-loi. Donc ces 3-là, puisqu'ils n'acceptaient pas la présence des conseillers municipaux désignés, on leur a supprimé effectivement leur subvention. Et ils ont rapidement disparu. Sauf un, celui de l'Aigle, qui a continué à survivre, mais que nous aidions à travers la CAF. Sur celui qui restait, qui était celui de Fourchevieille, il a continué de vivre jusqu'au moment où le directeur est parti avec la caisse. Quand le directeur est parti avec la caisse, le président et le bureau de cette association nous a dit on ne peut pas continuer dans ce contexte-là, et donc se sont retirés et le centre social de Fourchevieille a fermé. Non, il ne restait plus que celui de l'Aigle. Celui de l'Aigle, il me semble rappeler, celui de l'Aigle a continué à vivre en faisant systématiquement de la politique contre la ville. Il ne s'est pas arrêté de nous attaquer politiquement, et ne s'est pas arrêté de faire de la politique. Malgré ce, quand l'État nous a demandé de refaire le contrat de ville, comme nous continuions de travailler avec l'office d'HLM de l'Aigle pour essayer de remettre en état ce quartier qui est dans un état scandaleux, mais avec des difficultés considérables, parce que cet office d'HLM prenait des engagements et ne les tenait pas, alors que nous, les engagements que nous prenions, nous les tenions, et les habitants de l'Aigle le savent bien. Chaque fois qu'on a pris un engagement, on l'a tenu, chaque fois que l'office d'HLM, alors que l'office d'HLM ne le faisait pas. Malgré tout, quand l'État a voulu qu'on rétablisse le contrat de ville qui avait été supprimé par l'État, on a accepté en disant on va essayer de faire un contrat de ville intelligent, c'est-à-dire les propos du préfet. Il nous a dit je sais que vous êtes réticents à cela, mais faisons un contrat de ville intelligent, et on a bien volontiers accepté de faire un contrat de ville intelligent. Ce qui nous attirait dans ce contrat de ville, c'était justement le terme intelligent. Pas un mot que, comme tout le monde comprend manifestement, enfin, nous l'entendons. Donc, depuis, nous avons reattaqué ce contrat de ville, on essaye de le faire avancer au mieux. On essaye de le faire avancer au mieux dans le contexte légal qui est celui de notre pays, et qui fait que, bien que ce soit nous les financeurs avec l'État de cette structure, eh bien la gestion en appartenait à la présidence, etc. Or, il y avait là aussi une gestion beaucoup plus politique que dans le sens du bien commun, et ils en sont arrivés aux endroits où ils en sont arrivés, ou avec, comme le disait Marie-Thérèse, un directeur qui n'assumait pas les engagements qu'il avait pris, et une association qui partait à volo. Donc, c'est pas nous qui l'avons fermé, hein, c'est la structure elle-même poussée par l'État. Hein, parce qu'il y a eu unanimité pour le fermer. Tout à fait. Et pourquoi il y a eu unanimité pour le fermer? Parce que c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas. Certes, il y avait des salaires, mais il n'y avait pas de travail. Et ça, c'est assez courant dans ces structures-là. Et nous, on préfère qu'il y ait du travail, même à la limite, il y aurait du travail sans salaire, on n'en pleurerait pas. Bon, alors, on a apporté tout le soutien possible à cette structure, et il faut bien le dire, cela s'est fait la main dans la main, aussi bien avec l'État qu'avec la CAF, c'est-à-dire que tous les financeurs avaient exactement les mêmes visions. Alors ensuite, dans le contenu de ce contrat de ville, il est fait de concert avec les habitants,
avec l'État, avec la CAF et avec nous. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, ce qui est. J'ajouterai, alors maintenant les déserts médicaux, c'est quand même là, on atteint le summum du mensonge, de la mauvaise foi et de la bêtise. Parce que je me bats politiquement depuis que je fais de la politique à un certain moment, en tout cas depuis 86, de la manière la plus officielle possible, en dénonçant la politique de la Ve République, qui est une politique de destruction de notre santé. La Ve République, de la même manière qu'elle détruit l'agriculture, qu'elle détruit l'éducation, détruit la santé. Et elle détruit la santé par de multiples techniques que je vous ai décrites moult fois et que bien volontiers je vais vous redire. Il la détruit d'abord en fabriquant pas assez de médecins. On a un numerus clausus qui est suicidaire. Quand on fabrique moins de médecins que ceux qui partent à la retraite, manifestement, on crée la disette du corps médical. Et la disette du corps médical, c'est pas... Il n'y a aucune recette contre ça. Quand les médecins ne sont pas là, on ne les invente pas. On peut mettre des ordinateurs, on peut mettre des maisons médicales, ça ne change rien, qu'il manque des médecins. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Et je vous en parlerai des problèmes. Ça vous intéresse, je vous en parlerai. Donc, l'État organise la destruction de la santé par une fabrication insuffisante et volontaire de médecins, mais pas que ça, en mettant une administration et des tracasseries administratives contre les médecins qui les découragent, mais pas que ça. On fabrique plus de médecins femmes que de médecins hommes, et les médecins femmes n'exercent pas constamment. Hein, bien souvent, elles prennent la retraite pour éduquer leurs enfants, je ne leur reproche pas, mais ça contribue à la désertification médicale. Ensuite, la fiscalité décourageante. Quand vous assassinez fiscalement les gens qui travaillent et qui travaillent en gagnant de l'argent, vous les incitez à moins travailler. C'est le cas. Les médecins, ils n'ont plus envie de travailler, ils font leur exercice, et quand ils ont de quoi vivre, eh bien, ils prennent des vacances, et ils ont bien raison. Hein, si on ne veut pas qu'ils travaillent, ils ne travailleront pas. Les maisons médicales. Les maisons médicales, ça ne règle rien. On n'est pas hostile à ce qui s'en fasse. Hein, il s'en est fait une route de Camaret, il s'en fait une deuxième route de Camaret, il y en a une dans le quartier de l'Argensol, il y en a des maisons médicales, on n'y est pas hostile du tout, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il y ait des médecins. Par contre, il y a des maisons médicales particulières, celle de Bolène en particulier, où la collectivité crée un local, le meuble, il met des fonctionnaires dedans, et puis comme il n'y a pas de médecins qui viennent, il va débaucher les médecins de la ville pour qu'ils viennent de la maison médicale. C'est-à-dire qu'ils font de l'assassinat des médecins qui sont là. Or, le but, ce n'est pas ça normalement, c'est de faire venir des médecins. Mais non là, puis même en les achetant, donc, en leur faisant pas payer leur loyer, en leur faisant pas payer leur secrétaire, même dans ce cas-là, il n'y en a pas. Hein. Donc, le socialisme, c'est, si vous le mettez au Sahara, il y aura une disette, il manquera du sable. Ben, c'est ce que vous voulez faire au niveau de la médecine, et ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, et ça ne marchera jamais. On passe au vote. Qui est contre, qui est pour le dossier adopté, vous remercie. Deux remarques. Donnez-vous un spectacle, on a l'habitude. La première, c'est une lettre, mais je vous ai dit ce que c'était. Une lettre de la DDFIP de Vaucluse qui nous dit que grâce au travail que nous avons fait, il y a des résultats qui sont, je vais vous le lire, attachés à faire vivre la concertation engagée en juin avec les élus du département et les personnels de la direction sur le nouveau réseau de proximité de la DDFIP. Vous avez accepté de me recevoir une nouvelle fois mardi 12 novembre prochain. Soucieux de donner aux élus et aux agents de la direction le même niveau d'information, je souhaite porter à votre connaissance qu'il y a échangé aujourd'hui avec les personnels au Centre des finances publiques d'Orange. J'ai fait part à ces derniers d'une adaptation importante au projet présenté au cours de l'été. En réponse à la demande de davantage de présence fiscale de la part des élus et au regard des difficultés générées par les déplacements parfois significatifs pour les personnels,
j'ai proposé de maintenir à Orange, sans transfert d'emploi et de façon pérenne, une structure en charge de la fiscalité des entreprises qui serait une antenne du service des impôts des entreprises de Carpentras. De façon symétrique, le transfert à Orange du service des impôts des particuliers de Carpentras se verrait réduit. Une antenne pérenne impôts des particuliers étant de son côté préservée dans cette commune. Ainsi, dans ces deux villes du département serait maintenu un maillage fiscal au bénéfice des particuliers et des entreprises. Mon entretien du 12 novembre sera l'occasion notamment de développer ces propositions. Je vous prie de croire, Monsieur le maire, à l'assurance de ma considération distinguée, signé Monsieur Bertrand Gauthier, directeur départemental des finances de Vaucluse. Donc vous voyez, malgré les votes contre, on a fait avancer le dossier et je remercie tous ceux qui l'ont voté. Deuxième élément, toujours sur ces médecins, sur ces problèmes médicaux, il y a 43 médecins généralistes exerçant à Orange, 53 médecins de spécialité, 3 centres de santé. Ça, ce sont les chiffres du Conseil de l'ordre. Ben, mettez le Conseil de l'ordre au tribunal. Ce sont les chiffres du Conseil de l'ordre. Ce sont les chiffres du Conseil. Et vous pouvez aboyer tant que vous voudrez, ça ne changera pas. Dossier numéro 6. 5. Non, c'est fini. C'est fini. On va passer là-dessus. Le dossier numéro 5, la parole est à Marie-Thérèse Galmard et à elle seule. On vous laisse parler et comme d'habitude, vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. La parole est à Marie-Thérèse Galmard et à elle seule. Politique de la développement économique et emploi, mise en place d'un espace de travail partagé au quartier de l'Aigle, attribution d'une subvention à l'association Initiative Terre de Vaucluse. Afin d'accompagner la transformation globale du quartier de l'Aigle, le domaine économique a toute sa place stratégique. Volontaires dans ce volet, les habitants évoquent un réel besoin d'accompagnement dans la création entrepreneuriale. Forte de cette attente, l'association à visée économique Initiative Terre de Vaucluse propose et implanter un espace dédié aux jeunes entrepreneurs. Ce lieu accueillerait des permanences du CITELAB, l'action contrat de vie, des permanences de chargés d'affaires pour l'accompagnement et le financement à la création d'entreprises, le comité d'agrément Initiative Terre de Vaucluse, des banquiers, entrepreneurs, assureurs. Un espace dédié aux jeunes chefs d'entreprise, bureaux, connexion à Internet ou imprimante. Et un espace numérique pour les recherches d'emploi, des formations dans divers domaines pour la création d'entreprises. Afin de soutenir ce projet tout à fait innovant dans les quartiers prioritaires, la ville propose d'allouer une subvention à l'association Initiative Terre de Vaucluse pour un montant de 5 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal de prévoir comme acte la création d'un espace partagé de travail et d'excitation des jeunes entrepreneurs dans le quartier de l'Aigle et d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'association Initiative Terre de Vaucluse. C'est une très bonne initiative, sans aucun doute. J'ai un petit terme qui me dérange, c'est l'aventure entrepreneuriale. Parce que quand on est entrepreneur, on ne rentre pas dans une aventure, on rentre dans un défi où on est en jeu. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est donc un espace de coworking qui va être créé. Parce que c'est du même objectif que le coworking qui existe déjà sur Orange. Pas d'autre intervention, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 8. Denis Sabon. Avenant numéro 1, règlement de formation, revalorisation des frais de déplacement, modification du règlement de formation. Considérant qu'il convient d'appliquer les taux et montants en fonction des textes en vigueur, pour les indemnités kilométriques, la revalorisation du barème est de 17%. Quant aux frais d'hébergement jusqu'alors remboursés à la limite de 60 €, le taux de base passe à 70. Grande ville, commune de la métropole du Grand Paris 90, commune de Paris 110. Le comité technique a été consulté sur ce dossier le 1er octobre 2019. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'avenant numéro 1 au règlement de formation concernant les frais de déplacement,
indemnité kilométrique et hébergement, comme indiqué ci-dessus. Dire que les taux et montants en vigueur seront automatiquement actualisés en fonction de l'évolution des textes. Et enfin, autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Il est question. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Logement de fonction, soit par nécessité absolue de service, soit par occupation précaire, a été astreinte modificatif. Vu la délibération du 11 décembre 2018 portant modification de la liste des logements de fonction, soit par nécessité absolue de service, soit par occupation précaire avec astreinte, vu l'avis du comité technique du 1er octobre 2019, pour rappel à ce jour, 4 agents bénéficient de logements de fonction, à savoir, il y a un logement de fonction pour nécessité absolue de service, c'est le gardien du théâtre municipal. Ensuite, logement par occupation précaire avec astreinte, il y a le responsable de la police, l'agent chargé du gardiennage de la salle des fêtes et l'agent chargé du gardiennage du centre aéré de Boisfeuillet. Or, il a été décidé d'installer un gardien à la maison des associations dans un logement d'une superficie de 100 mètres carrés. Cet agent sera également chargé de l'entretien de ces locaux et bénéficiera d'un logement par occupation précaire avec astreinte. D'après la composition familiale du foyer du fonctionnaire, soit une ou deux personnes occupantes, l'agent peut prétendre un logement de fonction comportant 3 pièces et n'excédant pas 80 mètres carrés. Il convient donc de fixer le montant de la redevance que devra payer cet agent pour ce logement calculé, vous avez tous les calculs, donc il devra payer 362,40 €. Il est à noter que l'agent devra s'acquitter des charges courantes, eau, électricité, chauffage, gaz, taxes d'habitation et petits travaux courants. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adjoindre la liste d'emplois nécessitant une concession de logement par nécessité absolue de service ou par occupation précaire avec l'astreinte, le logement de la maison des associations, situé route de Caderousse à Orange, avec une prise d'effet au 1er décembre 2019. Arrêter le montant de la redevance pour ce logement de fonction pour occupation précaire avec astreinte de l'agent chargé du gardiennage de l'entretien de la maison des associations à 362,40 €. Préciser que le montant de cette redevance sera révisé chaque année au 1er novembre par application du taux de variation de l'indice de référence des loyers et référence étant prise au dernier indice connu. Autoriser Monsieur le maire, l'adjoint délégué, à signer tous les documents afférents à ce dossier. Oui. Juste une question, en fait, j'ai toujours pensé que cet appartement, c'était un logement de fonction, parce qu'il y a eu des agents communaux qui ont été dans ces logements. Je pense à certains qui sont aujourd'hui les salariés, qui sont fonctionnaires de la TCPRO. On a toujours vu du monde. En fait, ils avaient déjà une fonction de gardien, non? Excusez-moi, mais là, les choses, là. Merci. Oui, ça serait bien qu'on puisse éclaircir la situation sur la gestion du patrimoine privé et public de la municipalité. Ça fait très longtemps que je le demande. On a refusé de me donner un listing des logements qui sont employés en tant que logement, enfin des immeubles dans lesquels on a des logements de disponibles. On a refusé de me donner les affectations qui sont prévues pour les logements qui sont encore non occupés, etc. Donc aujourd'hui, bien, on acte que vous avez besoin d'un gardien. C'est bizarre parce que nous, on a toujours vu du monde dans ce logement où des va-et-vient, donc on ne sait pas trop ce qui s'y passait. La gestion donc, de ce patrimoine privé de la ville a été dénoncée par la CRC puisque vous avez 120 logements environ non occupés. Sur le nombre de logements que la ville dispose, un peu plus de 120, il y en a 17 qui sont loués à 15 locataires. Tout le reste, on ne sait pas trop à quoi c'est affecté. Cet été, pendant 6 mois, même pas l'été, d'avril au mois de septembre, on a eu un studio qui s'est loué derrière le Palais des Princes.
Moi, je trouve ça très curieux. Est-ce qu'un studio se loue de manière précaire pour l'été, pour les 6 mois d'été, c'est quoi? C'est une affaire d'Airbnb pour quelqu'un qui avait besoin de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Comment fait-on pour se mettre, pour candidater aux logements qui sont libres sur la ville, puisqu'on ne connaît pas lesquels sont libres, lesquels sont à disposition, lesquels sont alloués? Vous dites que vous choisissez, Madame Galmar et Monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez donné les critères de choix que vous avez définis sur la ville, donc des retraités qui ont travaillé, des jeunes couples, des jeunes qui travaillent. Ça, c'est vos critères, d'accord. Pourquoi pas, mais comment fait-on aujourd'hui pour avoir la liste des logements qui sont vides et qui sont disponibles à la location pour Orange? 100 000 logements, je rappelle. Une autre question? Alors, cet appartement qui est situé à la maison des associations, jusqu'à présent, c'était un mot de location classique. Le logement est vacant et on a décidé de mettre un gardien à l'année là-bas. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Moi, j'ai fait des calculs pendant ce temps. Il y a un médecin pour 312 orangeois, et non pas pour 2000. 96 médecins pour 30 000 habitants, ça fait 1 pour 312. C'est beaucoup. Non, non. Allez, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Alors, révision du tableau des effectifs du personnel arrêté au 1er novembre 2019. Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2019, portant modification du tableau des effectifs, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complets et non complets nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade. Le tableau des effectifs joint à la présente tient compte des entrées et sorties d'agents depuis le 1er octobre 2019, de la création de 4 postes d'adjoints techniques à temps non complet pour le service de la restauration scolaire. Le personnel scolaire et préscolaire est annualisé et travaille 1572 heures an. Les 4 postes à créer représentent chacun 80% de la durée du temps complet annualisé, soit 1257 heures an. D'un poste d'assistant spécialisé d'enseignement artistique, principal de 2e classe à temps non complet, spécialité orgue, à raison de 3 heures par semaine. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les modifications du tableau des effectifs si annexées. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Dossier numéro 11, Salon des Santoniers 2019. L'association Orange Passion Provence organise en partenariat avec la ville le Salon des Santoniers au mois de décembre pour les expos, dont l'accès au public sera gratuit. Elle sollicite une aide financière pour le bon déroulement de cette manifestation, reflétant l'image de la culture provençale. Il est proposé d'une part de leur attribuer une subvention exceptionnelle de 3 500 € et d'autre part de leur accorder à titre exceptionnel la gratuité pour la mise à disposition du hall des expos. Y a-t-il des questions? Passez au vote, monsieur le maire. On va passer au vote, monsieur le maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Dossier numéro 12, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Club Cible Orange. Le Club Cible Orange sollicite exceptionnellement de la mairie d'Orange une aide financière pour les frais occasionnés par le déplacement et l'hébergement des tireurs qui ont participé cette année à des championnats de France à Marseille et à Châteauroux. Je leur ai proposé de leur allouer une subvention exceptionnelle de 500 €. Y a-t-il des questions? On va passer au vote, monsieur le maire. Même vote. Dossier numéro 14. Convention d'objectifs et de moyens avec l'association Orange Raquette Club. Il convient de passer une convention d'objectifs et de moyens avec le club de tennis orangeois, Orange Raquette Club, dans la mesure où la ville apporte son concours pour la réalisation de leurs activités sportives. Même vote. 14. Allez, c'est bon.
Anne Crespo. Alors, il s'agit donc du budget principal de la ville et de la décision modificative numéro 3. Alors, cette décision intègre aujourd'hui un réajustement de crédit qui concerne le marché de vidéosurveillance pour 29 575 €. Une acquisition immobilière par préemption pour revente pour 1 197 000 €, frais d'acte inclus. Une régularisation comptable concernant la remise gracieuse de M. Lorès, qui est l'ancien trésorier, pour 7 176 €. Et l'inscription des 2 subventions que nous avons votées précédemment, 4 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les modifications budgétaires énoncées et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer le document afférent à ce dossier. Est-ce que vous avez une question? J'ai juste des éléments de précision parce que je n'ai pas pu me rendre à la commission des finances au moment où c'était. Si je comprends bien, sur l'investissement, on transfère des cessions et on les inscrit à l'actif immeuble de rapport, un bâtiment, pour 1,2 million. Quel est le projet là-dessus? On le revend de suite. C'est quel immeuble là? Alors, j'ai pas le détail de l'immeuble que c'est. Le truc, c'est qu'on vend, donc on encaisse le produit de la vente, et ce montant, on l'inscrit en dépense. Et après, cet immeuble va être certainement réhabilité, revendu, et un peu plus tard dans le déroulement des opérations budgétaires l'année prochaine certainement, quand on le revendra, on aura la contrepartie. Il n'y avait pas de subvention sur cet immeuble? Non. Pas à ma connaissance. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le dossier numéro 15 concerne les prestations d'assurance. Alors c'est tout simplement le changement de nom d'un prestataire qui concernait le lot de protection juridique. Son nom c'était cabinet Mouret-Joly et il devient cabinet Joly. Voilà, il est juste demandé de prendre connaissance de cette modification. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La séance est levée. Monsieur le maire, on est d'accord avec votre affaire au DGS. Dossier numéro 16. Dossier numéro 16. Oui, le maire va rectifier. Attendez 2 secondes. Silence pendant 2 secondes. Il y a encore un dossier. Elle est retirée. Le dossier numéro 16 est retiré. C'est bon, on va finir. Au conseil municipal de septembre, vous nous avez refusé la question orale. Nous l'avons reposée pour aujourd'hui et vous nous dites que le conseil municipal est terminé. Il y a un petit problème démocratique. Le problème démocratique, normalement, vous m'avez posé mes questions. Est-ce que vous m'avez posé des questions? Vous m'avez posé des questions. Est-ce que je peux y répondre? Je vous remercie. De tradition, vous posez les questions avec objectif sur une question orale. Mais rien ne nous empêche de vous y répondre par écrit, ce que nous avons fait la dernière fois et ce que nous avons voulu refaire cette fois. Mais si vous voulez vous dire votre question, vous allez la dire. On n'a pas grand-chose à faire. Mais rien ne nous interdit de répondre par écrit à une question que vous souhaitez orale. Parce que le fait que nous soyons rentrés en campagne électorale n'impose pas au conseil municipal d'être inondé d'interventions à but strictement politicien. Ce n'est pas ça un conseil municipal. Un conseil municipal, on vote des dossiers qui ont des conséquences prévues pour les Orangeois et non pas simplement pour faire campagne. Comme vous faites un tract, vous annoncez qu'il y a un médecin pour 2000 Orangeois, alors qu'on l'a calculé tout à l'heure, c'est un médecin pour 312 Orangeois. Mentez, il en restera toujours quelque chose, et l'on sait que vous mentez constamment. Mais c'est un peu désagréable de mentir par écrit. On va y répondre, bien sûr, mais vous avez la réponse officielle. 43 médecins généralistes, 53 médecins spécialistes, ça fait 96 médecins. C'est 43 médecins généralistes, mais vous rêvez complètement. C'est notre bien ami, il a raison, évidemment.
Il n'y a pas 43 médecins généralistes à Orange. Mais c'est les chiffres du Conseil de l'ordre. Où sont vos chiffres à vous? Mais vous pouvez insulter tant que vous voulez. Nous avons les chiffres du Conseil de l'ordre. Nous avons les chiffres du Conseil de l'ordre. Là aussi, vous jugez le Conseil de l'ordre. Ils sont les médecins à la retraite, ils cotisent à l'ordre. Ils sont pas en retraite, ils sont retraités. Ils cotisent à l'ordre, ça n'a rien. Si le Conseil de l'ordre nous donne de mauvais chiffres, on va. Si le Conseil de l'ordre nous donne de mauvais chiffres, on va prendre contact avec le Conseil de l'ordre. Là, nous avons les chiffres du Conseil de l'ordre. On peut faire, a priori, je pensais qu'on pouvait faire confiance au Conseil de l'ordre. Vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne suis pas le responsable du Conseil de l'ordre. Les files d'attente chez les médecins. Eh bien, on va interroger le Conseil de l'ordre. On va interroger le Conseil de l'ordre. Qui c'est que le dossier 16 n'est pas passé? Le dossier 16 n'est pas passé. On en a parlé. Ah, il est retiré, Ah, d'accord. Il y avait une question. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais m'exprimer C'est Joseph qui l'a. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Elle parle comme s'il est écouté. Monsieur le maire, je vous ai préparé un courrier. Je ne sais pas si je suis autorisée à le lire. Quoi qu'il en soit, je vous le remettrai en main propre et j'en donnerai une copie à la presse. J'ai assisté dans le public au conseil communautaire lundi. Et la réponse que vous avez faite à Madame Maffre sur son intervention au sujet du dossier du responsable du directeur des services de la ville et de l'intercommunalité m'ont choquée en tant que personne féminine. Et voilà, est-ce que vous m'autorisez à lire le courrier que je vous adresse? Ou est-ce que... Ça me paraît déplacé. J'ai rencontré le personnel féminin de la ville et de l'Interco ce matin avant le conseil municipal. Je vais les re-rencontrer, probablement avec M. Canuti. Donc, on va voir comment tout ça se passe. Il me semble prématuré de déblatérer ici sans les éléments, sans tenant et aboutissant. Je crois qu'il est préférable de continuer la démarche que j'ai faite, qui est une démarche d'écoute et de confrontation. Voilà. Il semblerait que l'enquête ait été arrêtée. Comment? L'enquête administrative. L'enquête administrative a été arrêtée ou pas? Ah non, l'enquête administrative est terminée et il va y avoir, j'ai rencontré, je l'ai présenté au bureau de l'Interco hier et on va rencontrer les deux impétrants, là, les deux adversaires, et voir si on peut faire une conciliation. Si on ne peut pas faire de conciliation, ça partira en commission de discipline. Mais est-ce que vous êtes vraiment certain que cette jeune dame, qui est une femme, si vraiment les faits sont avérés, est-ce qu'elle va avoir la force de se présenter face à son... Écoutez, je ne vais pas dévoiler l'enquête administrative qui a été faite par deux fonctionnaires de qualité qui ont fait une excellente étude. Je ne vais pas vous l'exposer là, alors que ceux pour qui ou contre qui ça a été fait ne l'ont pas eu encore. Hein. Donc on va les rencontrer, on va leur présenter l'enquête administrative. Moi, je vais tenter avec le bureau de l'Interco d'arriver à une solution d'entente qui me paraît difficile, il est vrai. Et si elle ne peut pas avoir lieu, ça partira en commission de discipline. Et une chose qui m'a également interpellée, quand vous avez dit que vous aviez eu connaissance des courriers à l'origine où elle déclarait ces faits, pourquoi il n'a pas été mis en œuvre de votre part ce qui est prévu dans un article sur la protection des fonctionnaires, dans le chapitre 1, je crois, où on a droit à la protection fonctionnelle sur le devoir de réserve et le principe de précaution. Je ne savais pas que vous aviez des talents de juriste à part. Et j'ai demandé au règlement intérieur de tout, monsieur le fonctionnaire. Si vous ne me laissez pas parler, je me tais, moi, vous savez. Hein, la politesse, ça ne s'apprend pas ici. Je suis poli, vous me coupez, vous me posez des questions, bon allez, je lève la séance. Non mais, soit vous la... C'est cassé un peu les pieds quand même. Soit vous me laissez parler,
soit on arrête là. Et la sécurité routière, qu'est-ce qu'on a fait de la sécurité routière? Allez, la sécurité routière. La sécurité routière, ça va tout changer. Allez-y, on va pas attendre 1 heure en plus. Merci de me donner la parole. Effectivement, et de lire devant vous cette question orale donc, qui a été adressée au conseil municipal le 4 octobre. L'accident mortel sur un passage piéton du cours Aristide Briand, survenu le 5 août dernier, a provoqué beaucoup d'émoi après que 3 autres accidents aient eu lieu dans la même zone en moins de 2 mois. Il a motivé une intervention publique et la mise en ligne d'une pétition par le collectif Décidons Orange, dans lequel nous sommes partie prenante. Les Orangeois rencontrés à la suite de ce triste événement pointent la vitesse excessive, le code de la route non respecté, une signalisation routière évaluée insuffisante et l'absence de ralentisseurs. À la suite de nombreuses remarques qui nous sont parvenues, nous nous sommes rendus sur le terrain et avons constaté que sur les passages piétons, les bandes blanches sont devenues noires ou grises. Par ailleurs, le nombre de triangles bleus et des annonçants, ou le triangle danger, 50 mètres avant, sont insuffisants. Alors que ces derniers pourraient inciter au ralentissement, à l'image de l'avenue du Général de Gaulle, devant le commissariat, mais encore l'avenue Félix Ribert, où la signalisation est cohérente, claire et visible. Les passages piétons sont des zones ultra sensibles, où ont lieu 20% des accidents mortels. Il est donc souhaitable que nous nous interrogions collectivement sur les mesures à prendre pour renforcer leur sécurité. Nous prenons acte que certains passages piétons sont en train d'être repeints, que des mesures sont prises pour améliorer leur visibilité sur le cours Aristide Briand. Ensuite, les abords des établissements scolaires devraient être, dans tous les cas, des zones à 30 km/h. La signalisation est jugée insuffisante ou inexistante dans certains cas, notamment l'école Camus, le collège Arosio et les INEP Argenson et Lille. Les parents d'élèves regrettent que la zone scolaire de Courtoul ne soit plus signalée sur la nationale 7. Depuis le 12 décembre 2018, les maires peuvent aménager au sol une zone tampon de sécurité comme à Pionnac. C'est très intéressant, ça ne coûte pas cher. Elle est positionnée donc quelques mètres en amont des passages piétons, elle est lisible et donc elle permet aux automobiles de ralentir parce qu'on s'attend à ce que ce soit un stop plus qu'un passage piéton. Nous proposons donc d'aller plus loin afin de retenir l'attention des automobilistes ou de limiter leur vitesse. Parmi les moyens mis à la disposition des communes, donc il y a des passages piétons en 3D, les bandes vibrantes sur le bitume, les feux clignotants qui se déclenchent au passage des piétons dans des zones fréquentées, et le radar pédagogique. Ce sont des exemples. Je pense que vos services connaissent un inventaire du mobilier qui serait le plus adéquat possible. De plus, la loi du 22 juillet 2015 vous permet, monsieur le maire, de fixer une vitesse maximale inférieure à celle fixée par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière, donc de mobilité et de protection de l'environnement. Nous proposons donc que la zone du cœur de ville soit mise en zone de 30 km/h, avec de nombreux avantages. Le risque de décès est divisé par 7. Les blessures sont moins graves pour les piétons et les cyclistes. Et la distance de freinage passe de 15 mètres à 5. Ainsi,
l'espace public sera rendu sûr, notamment pour les enfants, les personnes à mobilité réduite et les cyclistes. Par conséquent, dans l'intérêt général, nous vous demandons que ces propositions puissent être présentées en question orale au Conseil municipal. C'est ce que vous nous avez autorisé aujourd'hui. Je vous en remercie. J'ajoute, monsieur le maire, que c'est une proposition qui rentre dans le cadre des questions environnementales. Parce qu'en fait, ça diminue les gaz à effet de serre. Oui, ça rentre dans le cadre des trucs où on parle pour rien dire, effectivement. Monsieur Castagnard va vous répondre. Oui. Voilà. Bon, donc tout ce que vous dites, bon, c'est très intéressant, effectivement. Hein. Pensez bien qu'il y a longtemps que ça nous préoccupe, qu'il ne suffit pas de mettre un panneau pour que les automobilistes respectent ce panneau. Les panneaux de 30 à l'heure, nous en avons mis un peu partout, et il est très rare qu'ils soient respectés. Et la plupart du temps, nous attrapons, quand nous faisons des contrôles, les gens qui ont réclamé et qui ont contesté la vitesse des automobilistes. La plupart du temps, c'est ça. Et ça, c'est vérifiable à tout moment. Les passages piétons sont repeints régulièrement. Hein, nous avons un service qui s'en préoccupe, et oui. Et actuellement, tout est fait. Oui. Le 30 km/h, il a été mis en place également. Nous avons commandé des panneaux lumineux pour alerter les automobilistes, mais on est persuadé que ça ne va pas faire grand-chose, parce que les panneaux, il n'y a que les gens qui respectent qui vont ralentir à ces endroits-là. Les autres ne respectent rien et ça n'aura aucune incidence sur leur comportement. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'au niveau des permis de conduire, on donne le permis de conduire aux gens sensés. Et malheureusement, il y en a de moins en moins. Les gens qui ne respectent pas le code de la route, vous en rencontrez tous les jours, malheureusement. Et ça, il n'y a qu'une chose efficace pour lutter contre, c'est la verbalisation. Alors nous mettons en place des contrôles de radar par notre police. Malheureusement, nous n'avons pas le droit d'installer des radars automatiques, donc ce sont des radars jumelles, et là c'est efficace et nous attrapons les individus qui roulent à des vitesses excessives. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre un policier tous les 10 mètres. Hein? Ça n'est pas possible. Alors, les panneaux lumineux, des panneaux ont été commandés au mois d'août, ils ne sont encore pas livrés. Hein? Ils seront mis en place, mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas ce qui va modifier le comportement des automobilistes. Voilà. Devant les écoles, le 30 à l'heure, nous le mettons en place et nous le surveillons. Nous avons la police municipale en permanence devant l'école Notre-Dame, notamment. Et le problème, c'est que nous avons des parents d'élèves qui eux-mêmes ne respectent pas les conditions et mettent leurs enfants en danger. Et ça c'est bien regrettable. Parce qu'on les va s'arrêter plein de mois, faire traverser leurs enfants, et ça représente un danger considérable, parce qu'ils ne veulent pas perdre de temps. Ils ne veulent pas se fermer et marcher à pied quelques mètres. Parce qu'on rentre du stationnement, il y en a partout. Vous avez du stationnement gratuit sur le concours, d'ailleurs dans toute la ville, en surface, et au parking souterrain également. Et il serait normal que les parents qui s'inquiètent de la sécurité de leurs enfants viennent les prendre à la sortie à pied et les fassent marcher un peu, ça ne leur ferait pas de mal. Voilà. Donc tout a été mis en place, vous pouvez le vérifier, les services s'en préoccupent et actuellement le gros problème, je vous dis, c'est le comportement des individus, aussi bien les automobilistes que les cyclistes. Parce qu'il faut reconnaître que pour les cyclistes également, au niveau de l'État, on considère maintenant le cycliste comme un piéton, hein,
et ils marchent sur les trottoirs alors que le code de la route l'interdit. Hein, et on y trouve de tout le monde. On trouve des personnes âgées qui, en étant jeunes, ne roulez pas à vélo sur le trottoir, ne roulez pas en sens interdit. Et maintenant, vous voyez des vélos en sens interdit. Et c'est toléré malheureusement au niveau de l'État. Et c'est bien regrettable. Si tout le monde respectait le code de la route, il serait inutile de mettre des panneaux partout. J'ajoute, puisqu'on vient d'appeler le Conseil de l'ordre, que le Conseil de l'ordre nous donnera une réponse précise mardi, mais que sur Internet, on nous annonce 95 médecins sur Orange. Donc, ça ne nous paraît pas une vision de l'esprit. À mon avis, sont comptés tous les praticiens en exercice. On aura le chiffre officiel, mais je suis sûr que vous vous trompez comme d'habitude. La séance est levée.